Je vais pas tout à fait, mais on pourra en discuter ensuite, évoquer moi ce dont je voulais parler au travers de la question des clouds souverains, ce qui est une vraie question, d'autant plus qu'elle a soulevé des difficultés juridiques assez spécifiques, eu égard à une prise de position à un moment donné du ministère de la Culture et du ministère de l'Intérieur sur cette question-là, et qui a été, ou qui est en cours de reconsidération. Bon, je reste très elliptique sur ce point parce que c'est pas sous cette entrée-là, on va dire, que j'aimerais. Je ne sais pas si je parle assez fort. Oui, c'est bon. Ouais. C'est pas sous cette entrée-là que je voulais aborder le sujet enfin disons la thématique, de façon plus générale, que Claire Scopsi, que je remercie de m'avoir invité par ailleurs, m'a soumise. L'idée que je voulais proposer à la discussion, c'est celle selon laquelle le droit des données, et en particulier ce qui constitue historiquement son fer de lance, c'est-à-dire le droit des données à caractère personnel, sachant qu'évidemment ce droit des données est aujourd'hui une discipline qui dépasse la question du droit des données à caractère personnel et qui est profondément éclatée avec des micros ou des grands régimes juridiques, évidemment que vous connaissez ici tout particulièrement droit des données publiques, mais également des figures juridiques qui émergent et qu'on a du mal encore à correctement saisir, la question des données de la recherche, la question d'un statut particulier des données de renseignement, etc. etc. Mais ce droit des données, et en particulier le droit des données à caractère personnel, il a ceci d'intéressant, et en tout cas c'est en cela qui m'intéresse pour la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'il présente la vertu assez forte de venir bousculer le droit des archives, de lui envoyer des secousses en fait, qui vont obliger à reprendre un certain nombre de questions qui n'étaient plus discutées, ou plutôt pour rendre justice aux archivistes, qui n'étaient plus discutées qu'archivistiquement. Mais pas forcément juridiquement. C'est-à-dire que, et ça reste toujours l'écueil dans lequel risque à chaque instant de sombrer le droit des archives, c'est-à-dire la rétraction, le risque de rétraction constant du débat juridique à des simples questions techniques qui n'interrogent pas le cadre de pensée juridique dans lequel on pense les outils juridiques que le droit des archives mobilise au quotidien. Vous savez, c'est ce risque de penser la communication simplement comme une balance d'intérêts en contradiction. C'est évidemment une manière bien trop simple parce que ça n'interroge pas le cadre de pensée juridique par lequel on saisit ces théories du balancing, qui sont des théories qui ont été forgées, somme toute, assez récemment dans l'histoire de la pensée juridique. Ou penser la conservation, le tri, la sélection à l'aune du seul, je ne sais plus exactement quel est son intitulé, du seul cadre méthodologique pour l'évaluation, la sélection, l'échantillonnage, tel qu'il avait été établi par la délégation interministérielle à l'Archive de France. Bref, ce problème qui est aux Archives de France. Oui, pardon, excuse-moi, je pensais déjà à la suite. Ce problème qui est un vrai problème, en tout cas, je trouve, s'agissant d'un certain nombre des orientations contemporaines du droit des archives, c'est-à-dire le fait que, arrête de faire le clown, Yann, le fait qu'on ne voit les problèmes juridiques qu'à l'aune, mais c'est très légitime que les archivistes le saisissent comme ça, mais qu'à l'aune des difficultés pratiques que les archivistes doivent résoudre au quotidien et qu'ils résolvent évidemment avec tout leur savoir-faire professionnel. Alors en quoi le droit des données, et en particulier le droit des données à caractère personnel, vient effectivement bousculer les questions juridico-pratiques, je ne sais pas bien comment les nommer autrement, d'élimination, conservation. Et là où il me semble se joue la principale innovation, c'est tout simplement que ce droit des données, et en particulier le droit des données à caractère personnel, vient introduire des tiers, vient forcer les portes du débat archivistique, qui est aussi, et c'est ça que le droit des données rappelle aussi un débat juridique, parce qu'il va donner des droits
à des tiers dans le grand débat archivistique sur la question de la conservation, du tri, de la sélection, de l'échantillonnage, etc., etc. Et en particulier, c'est ça qui se joue dans la question du droit à l'effacement ou du droit à l'oubli. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi est-ce que les deux notions véhiculent également tout un imaginaire et que employer l'une plutôt que l'autre n'est pas forcément si évident. C'est cette question-là aussi qui se joue dans... Alors ça, c'est moins abordé par les archivistes, alors que c'est une question, il me semble, fondamentale aussi. Un autre des droits qui a été reconnu par le Règlement général pour la protection des données du 14 avril 2016, c'est ce qu'on appelle le droit à la limitation des données. Le droit à la limitation des données, c'est-à-dire le droit de, je ne sais pas si vous le connaissez, enfin, en fait je pense que vous connaissez même mieux que moi le droit des données à caractère personnel, mais donc c'est ce droit de geler un certain nombre de données personnelles, mais également le droit de s'opposer à la destruction de ces données personnelles par un responsable de traitement qui les conserve et qui souhaite les effacer. Et là, on voit émerger quelque chose d'assez intéressant. Effectivement, de manière positive, c'est l'individu capable de venir opposer au nom de son droit des données à caractère personnel, de venir imposer la conservation, ou en tout cas sa conservation de ces données. Donc il y a cette figure... quoi qu'on en dise et quels que soient les dangers qui sont derrière, cette figure qui est intéressante à penser, qui est qu'on va, avec le droit des données à caractère personnel, avoir un tiers qui va arriver avec ses droits et aussi avec ses grands sabots, ses gros sabots, dans le débat archivistique, alors que jusqu'à présent, on était, ce tiers-là, habitué à le voir arriver sous l'angle des questions de demande de communication. Beaucoup moins au niveau, justement, des choix de conservation et élimination. Et c'est vrai que ça introduit une vraie rupture dans le débat tel qu'on le pense classiquement, c'est-à-dire que il y a, alors corrigez-moi si je caricature excessivement l'approche que les archivistes ont de cette problématique-là, mais il y a cette idée que l'individu dans la question des choix de conservation, d'élimination, de sélection, etc., n'a pas son mot à dire. Ces données sont peut-être concernées, mais il n'a pas son mot à dire à ce stade. Il pourra intervenir au niveau des demandes de communication, mais s'il figure dans les documents d'archives, eh bien, d'une certaine façon, il est pris dans l'objectivité de l'histoire qui le dépasse. Il ne choisit pas sa place dans l'histoire. Et on constate simplement qu'il en est un pion, ce qui est évidemment assez paradoxal, même si des très bonnes raisons l'expliquent, puisque si on interroge directement la question de ce tiers titulaire de droit sur ces données à caractère personnel à venir agir sur les choix de conservation et d'élimination, on tient en revanche pour acquis le fait et on n'interroge plus le fait que l'archiviste, lui, en réalité, passe son temps à choisir quelle histoire il souhaite. Donc il y a effectivement quelque chose d'un quasi-paradoxe quand même qui se joue ici. Effectivement, l'archiviste a des procédures objectivées, méthodologisées, si j'ose dire, mais il y a tout de même une donnée qui est proprement incontestable, c'est que lui aussi, évidemment, crée son objet, ne le constate pas, et dénie en revanche au tiers qui pourtant a des droits à faire valoir et précisément fait valoir ses droits aujourd'hui à venir également, même à la marge, même pour ce qui le concerne à son titre purement subjectif, eh bien, ce droit à venir lui aussi interférer dans certains choix de conservation et d'élimination. Donc il y a quand même quelque chose là-dessus, je crois, d'une manière, encore une fois, à la marge, avec des dangers gigantesques. Enfin, les archivistes connaissent par cœur le combat magnifiquement mené par le service interministériel des archives de France, qui a consisté à travailler de l'intérieur la préparation de ce que j'ai pu en entendre de l'extérieur, moi, la préparation du règlement général pour la protection des données.
Mais il y a quelque chose évidemment de très intéressant à aller voir ce qui se joue ici au travers de la reconnaissance des droits à des tiers qui vont pouvoir interférer sur les choix de conservation, même de manière tout à fait marginale. Et si on aborde le problème, c'est peut-être une platitude, hein, mais si on aborde ce problème sous cet angle-là, on comprend mieux, je pense, à quel point, et ça aussi, je regrette d'une certaine façon que ce débat ne soit pas davantage saisi par les archivistes, on comprend d'autant mieux l'importance, je pense, du grand débat aujourd'hui qui déchire, à proprement parler, la doctrine comme le monde politique qui s'intéresse à cette question, c'est la question de la nature des droits sur les données. La question de la nature des droits sur les données, parce que effectivement le grand débat sur le droit des données à caractère personnel a eu ceci comme avancée, devoir reconnaître des droits sur les données, mais c'est bien gardé de préciser la nature même de ces droits. Cette nature n'est pas, à proprement parler, clairement définie. C'est-à-dire les droits de ce qu'on appelle en droit des données de la personne concernée sur ces données ne sont pas des droits clairement définis. Et là-dessus, le règlement, le RGPD, n'échappe pas, lui non plus, à cette ambivalence dans la mesure où il ne se prononce pas sur cette nature des droits, ce qui est en fait assez révélateur d'une hésitation historique. C'est une hésitation ancienne, un débat qui reste ouvert, en particulier sur la qualification exacte des droits que les individus ont sur leurs données, qui est un débat qui va croiser celui de la qualification des droits fondamentaux, qui est, si j'interprète correctement les écrits que peuvent produire les archivistes sur cette question, est un vrai sujet. La reconnaissance de droits fondamentaux, la qualification de droits fondamentaux sur les données. Alors, on sait que, par exemple, dans le règlement général sur la protection des données, il n'y a qu'un seul considérant. Alors certes, c'est le premier des considérants du règlement qui évoque cette idée effectivement de droit fondamental. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Et puis, il y a l'article 8, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, l'article 16, paragraphe 1 aussi d'ailleurs, du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui eux aussi disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Du côté j'essaie de ne pas rentrer dans des débats trop théoriques, mais du côté de la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme de la Cour européenne, la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, on ne se prononce pas davantage sur la nature même de ce droit. On va identifier des fondements juridiques aux droits de la personne sur ces données. Ça, c'est très clair dans ces deux jurisprudences. Du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, on a une jurisprudence très fournie qui va attacher une importance particulière, évidemment, à la question de la protection des données à caractère personnel et qui va la rimer à ce droit tel que consacré par l'article 8 de la Convention, le droit au respect de la vie privée et familiale, en considérant que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée. À la suite de quoi la Cour, et ça c'est de la jurisprudence quasi mensuelle aujourd'hui, eh bien, en déduit que le droit interne doit notamment assurer que ces données sont, et puis après on a toute la déclinaison des contraintes tirées du droit européen des droits de l'homme qui va peser sur ces données, pertinentes, non excessives par rapport aux finalités, etc. Enfin, autrement dit, on va fondamentaliser effectivement là un certain nombre de préconisations techniques qui vont figurer dans les droits nationaux et dans le droit de l'Union, puisqu'on va
va accrocher ces préconisations-là à des fondements directement issus de ce qu'on appelle les stipulations, ce ne sont pas des dispositions, les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et du côté du Conseil constitutionnel, on a à peu près le même type de raisonnement, c'est-à-dire on cherche les fondements juridiques du droit à la protection des données personnelles, mais on n'interroge pas la nature de ces droits. Ça, c'est toute une jurisprudence qui a émergé à partir de 2012 et qui, hésitant un temps, a néanmoins considéré que le droit à la protection des données à caractère personnel s'accroche lui aussi au droit au respect de la vie privée, et en particulier, donc évidemment, à l'article 2 de la Déclaration du 26 août 1789. Donc, le respect de la vie privée est accroché à l'article 2 et figure de ce fait au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. En particulier, c'est la raison pour laquelle on peut l'invoquer, et ça c'est un point important dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, mais pareil, je n'insiste pas plus que cela là-dessus. Donc, des fondements juridiques qui sont très puissants et qui dépassent très largement la question de la loi informatique et liberté comme du règlement général du 14 avril 2016, mais un débat qui a donné lieu à une hésitation dans le RGPD comme dans le droit français, avec une hésitation en fait qui est importante, je vais essayer de vous l'expliquer pourquoi, entre ce qu'on appelle une conception réifiée de la donnée qui va permettre la patrimonialisation. Et entre autres, et c'est la grande crainte, mais c'est une crainte en réalité qui est surestimée, qui va autoriser les transferts de propriété de données, et donc permettre des mécanismes de domination, évidemment, par ce biais-là. Et puis de l'autre côté, une conception extra-patrimoniale qui va justifier de reconnaître à l'individu, au contraire, un droit de la personnalité. Donc c'est ça le débat sur le fait de savoir s'il faut donner aux individus un véritable droit de propriété sur leurs données, qui est un débat d'ailleurs alors qui devrait, là aussi sans doute, mais là je prends aussi ma part de responsabilité là-dedans, mais qui devrait être mis en parallèle par ailleurs avec tout le développement des réflexions sur les rapports, la nature à nouveau des rapports que les personnes publiques et les personnes privées en charge d'une mission de service public ont avec les données publiques. Où là, justement, certes, la question d'un rapport propriétaire des personnes publiques et des personnes privées en charge des missions de service public avec ces données publiques est une question qui est discutée, mais où on a à l'évidence beaucoup moins de difficultés à conceptualiser ce débat en termes de propriété. Le principe d'une propriété de données publiques n'est pas une évidence, et on a des très belles réflexions qui se développent sur le fait qu'on pourrait projeter des figures de patrimoine errant, réémergence des res communes d'une certaine façon appliquées à ces données, plutôt que de projeter la figure de la propriété souveraine et exclusive. Mais on a également, effectivement, tout un pan de la doctrine, et parmi les plus autorisés, qui, aujourd'hui, a franchi le pas et parle d'un rapport de propriété des propriétaires publics sur leurs données publiques. On a plus de mal à penser ce débat-là du côté du rapport des individus à leurs données personnelles, et c'est vrai que ça a des incidences très fortes. Et la principale incidence, c'est pas simplement le fait que si on est propriétaire, on va pouvoir, en raisonnant en termes de patrimonialisation évidemment entendu non pas code du patrimoine, mais vous avez bien compris au sens du droit civil. Mais ce qu'on craint donc c'est les transferts de propriété, mais ça c'est une fausse crainte. On sait penser je veux dire, ici il y a plein d'agents de fonctionnaires d'administration, vous savez très bien qu'on sait penser de la propriété sans capacité aliénée. La meilleure preuve c'est le domaine public. Donc on pourrait tout à fait également penser un rapport de patrimonialisation aux données indépendamment de toute
forme de transfert de propriété. Non, ce qui pose comme plus sérieuse difficulté, et c'est pour ça qu'il faut se saisir de la question de la nature du droit que les individus ont sur leurs données personnelles, c'est justement que la reconnaissance du droit de propriété de l'individu sur ces données peut poser des difficultés assez sérieuses pour les pouvoirs publics, en particulier en matière d'archives. Parce que la législation actuelle énonce plusieurs limites, ça aussi c'est une platitude, à la capacité d'un individu en matière d'archives à venir décider de l'utilisation de ces données. Et ce débat-là se complexifie considérablement si un droit de propriété est reconnu à l'individu concerné par la personne concernée par ces données personnelles, puisque les limites au droit de décider de l'utilisation de données deviennent, si on pense le débat en ces termes, des atteintes à l'exercice du droit de propriété, qui devrait dès lors être, effet domino bête et méchant, être justifié au regard de toute la jurisprudence constitutionnelle et strasbourgeoise qui devrait être justifiée telle que on voit se développer la protection de la propriété dans l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention. Enfin, vous savez, ces trucs qui sont assez bien connus, les atteintes à la propriété doivent être justifiées par un intérêt public, doivent être prévues par la loi, doivent être proportionnées. C'est un mode de lecture, autrement dit, assez particulier qu'on viendrait imposer dans le débat, tout simplement parce qu'on aurait un enjeu en termes du respect de la propriété des individus qui seraient mis en cause en cas de choix en matière d'archives contenant ces données-là. Alors, on hésite beaucoup, on discute encore beaucoup, et je crois qu'il ne faut pas le balayer d'un revers de main, ce débat-là, parce qu'il est très fort, mais c'est vrai que du côté français, on a plutôt tendance aujourd'hui à porter le débat sur la nature du droit que les individus ont sur leurs données du côté du droit de la personnalité, et on se raccroche à la figure allemande, je pense que vous connaissez cela, de la informationnelle Selbstbestimmung, le droit à l'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire en fait un droit de la personnalité des individus à décider de la communication, de l'utilisation, de la destruction de ces données à caractère personnel. Alors l'informationelle Selbstbestimmung, elle est sortie déjà il y a très longtemps du côté allemand, puisque la Cour constitutionnelle fédérale allemande l'a fait émerger dans un arrêt du 15 décembre 1983. C'est-à-dire qu'on a très tôt constitutionnalisé, 30 ans avant les Français, la question du rapport des individus à leurs données, en considérant que la Constitution, enfin la loi fondamentale pour être plus précis, garantit en principe la capacité de l'individu à décider de la communication et de l'utilisation de ces données à caractère personnel, et on accroche l'informationelle Selbstbestimmung à l'article 1er, la dignité de l'homme, et à l'article 2, le droit au libre développement de la personnalité. Alors, ce droit à l'autodétermination informationnelle, on considère, c'est ce que dit en particulier le Conseil d'État dans son rapport consacré au numérique et aux droits fondamentaux de 2014, il n'a pas vocation à se surajouter aux droits de la personne concernée, les droits d'information, droits d'accès, droits de modification, tous ces droits-là auxquels les archivistes aussi commencent à être confrontés, parce que, nous dit le Conseil d'État, en fait, le droit à l'autodétermination informationnelle va se situer à un autre niveau. Et c'est là où on arrive à quelque chose de vraiment intéressant, parce que, justement, il est conçu, c'est la formule qu'emploie le Conseil d'État dans le rapport de 2014, pour donner sens à tous ces micro-droits qui sont ceux que décline le règlement général ou encore la loi informatique et liberté. Il donne sens, nous dit le Conseil d'État, à tous ces droits, il tend à le garantir et ils doivent être interprétés et mis en lumière à la lumière de cette finalité du respect des droits de la personnalité des individus à auto-déterminer les données les concernant. Alors, le RGPD, donc, ne se prononce pas non plus sur ce principe-là, alors que ça a été l'objet d'un débat gigantesque au Parlement. Si vous l'évoquez avec quelqu'un comme Jan Philipp Albrecht, qui était le rapporteur général
du RGPD, c'était un des vrais fers de lance de cette discussion-là, mais finalement ça se réduit à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le premier considérant, même pas donc un article, le premier considérant du RGPD qui évoque la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et un droit fondamental. Le droit français, de ce point de vue, et ça aussi c'est important pour la manière de penser la question de la sélection à l'heure de la présence de multiples données à caractère personnel dans les archives, le droit français a été plus audacieux. Ou plutôt, il fut un temps presque plus audacieux, puisque, vous savez, c'était l'article presque le plus commenté de la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016. C'est son numéro, je me souviens plus, c'était 54, il me semble, l'article 54 de la loi pour une république numérique, qui en fait modifie l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978, la loi informatique et liberté, et pose cette phrase assez magnifique, toute personne dispose du droit de décider de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel les concernant. Ce qui évidemment est censé impacter directement les archives. Toute personne dispose du droit de décider de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant dans les conditions fixées par la présente loi. Là aussi, on est sur des formes de mimétisme, du reste, avec la manière dont, par exemple, un article comme l'article 544 est rédigé dans les conditions fixées par la présente loi. Alors, pourquoi je dis on est un peu revenu dessus, c'est un point qui est peut-être insuffisamment commenté, mais lorsque les administrations ont repris la main sur la loi du 6 janvier 1978, à travers l'ordonnance du 12 décembre 2018, donc qui est l'ordonnance qui en fait remet dans l'ordre la loi du 6 janvier 1978 parce qu'ayant été tellement modifiée, elle n'était plus compréhensible. L'ordonnance remet dans l'ordre la loi du 6 janvier 1978 et reformule ce qui était conçu par les parlementaires lorsqu'ils font la loi pour une république numérique comme étant la reconnaissance en droit français d'une forme de droit à l'autodétermination informationnelle, puisque alors qu'on avait cette formule qui avait été intégrée dans la loi informatique et liberté, toute personne dispose du droit de décider, on a une formule beaucoup moins audacieuse. On dira que ce n'est qu'un problème politique, mais ça révèle aussi des changements de fond et une réticence à aller très loin dans la reconnaissance d'un droit à l'autodétermination informationnelle, puisque désormais on a la formule « les droits des personnes de décider de contrôler les usages qui sont faits des données s'exercent dans le cadre du règlement, de la directive et de la loi informatique et liberté ». C'est un déplacement qui ne dit rien en soi. On a toujours des droits qui sont évoqués, on a toujours des limitations à ces droits qui sont évoqués. Mais on voit que dans la perte de souffle de la formule, c'est-à-dire dans cette modification apparemment anodine de l'article 1er de la loi informatique et liberté, ça dit quand même quelque chose de la difficulté de toute une série d'administrations, clairement, à penser le rapport juridique comme un droit plein et entier de la personnalité sur les données à caractère personnel. D'accord, donc un vrai enjeu, il me semble, non travaillé à ce stade, mais à être en capacité de penser, en termes de droit de propriété ou en termes de droit de la personnalité, le rapport des individus sur leurs données à caractère personnel, parce que ça change fondamentalement, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure en évoquant la jurisprudence de la Cour, ça change fondamentalement la manière de penser ce à quoi les administrations des archives portent atteinte lorsque ils décident de conserver, en dépit de la volonté de la personne concernée, des données à caractère personnel, ou au contraire d'en supprimer alors même que cette personne souhaiterait exercer son droit à la limitation. Ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors, ceci étant dit, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais plus beaucoup déjà, d'accord. C'était mon introduction. Ouais. Non, mais je vais passer vite en réalité. Alors, je vais essayer de sélectionner un petit peu. Cela étant dit, le travail qui a été fait dans le règlement
euh, conduit effectivement côté européen à un vrai renforcement de la protection offerte aux personnes concernées, avec, vous savez, ça a fait suffisamment débat au sein de la communauté des archivistes, ce prolongement du droit d'accès et de rectification qui est le droit à l'oubli et à l'effacement, et c'est celui-ci qui est directement susceptible concrètement aujourd'hui, par-delà la grammaire juridique que j'essaie d'évoquer de manière un peu lourde, par-delà la grammaire juridique, c'est ça concrètement qui impacte les archives. Et là-dessus, encore une fois, je n'étais pas du tout, absolument pas, j'étais très loin du droit à ce moment-là, dans les secrets des réflexions internes au gouvernement français sur ces questions, mais clairement par rapport à d'autres États, le SIAF a été très conscient de ce qui se jouait ici en matière d'impact sur les archives, en particulier ce droit à l'oubli et de façon générale de ce droit à donner à caractère personnel. Alors quelques remarques très rapides sur ce droit donc à l'effacement tel qu'on le trouve à l'article 17, qualifié entre parenthèses, je pense que vous avez tous lu le RGPD, entre parenthèses et entre guillemets de droit à l'oubli, c'est-à-dire que la formule, ce qui sur le plan logistique est d'ailleurs une forme d'innovation, on fait figurer directement droit à l'effacement, entre parenthèses et entre guillemets, droit à l'oubli, capacité à faire passer une notion de manière pédagogique, mais qui n'a pas d'effet juridique, puisque la notion juridique, c'est la notion de droit à l'effacement. Alors, je ne sais pas si j'ouvre cette porte-là, mais bon, il existait déjà un droit à l'effacement qui consistait simplement en la mise en œuvre du droit de retrait, du droit d'opposition des données, mais qui concernait les données traitées illicitement. Et là où il y a encore, il faut vraiment insister, je pense, sur ce point, là où il y a innovation, dans le RGPD. Et avant cela, mais sur la problématique spécifique du droit au déréférencement, ça c'est aussi quelque chose qui a été discuté. J'ai vu ça un petit peu en fouillant sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui avait été déjà discuté évidemment lors de l'arrêt Google Spain de 2014, lorsqu'on fait émerger du côté de la Cour de justice le droit au déréférencement comme étant finalement le noyau dur à partir duquel on va penser véritablement un droit à l'effacement tel que concrétisé par l'article 17 de façon générale. Eh bien, la grande nouveauté, c'est précisément que ce droit d'effacement, il est en capacité de se projeter au-delà des données traitées illicitement. C'est-à-dire y compris lorsque les données sont traitées licitement. C'est là où il y a véritablement innovation. Et cette innovation, lorsque la Cour l'a fait émerger dans l'arrêt du 13 mai 2014, l'arrêt Google Spain, elle le fait non pas à la surprise générale, mais contre toute une partie tout de même, y compris de sa propre administration juridictionnelle, avec une vraie réticence de la part de, son nom m'échappe, l'avocat général finlandais Jeskinen, qui explique, et c'est des arguments qui sont encore très cohérents aujourd'hui, qu'il ne serait pas judicieux d'instituer ce que lui appelle une préférence subjective, en une forme de motif légitime prépondérant. Il ne faudrait pas poser, en fait, en gros, ce qu'il nous dit, de règle générale selon laquelle on peut venir se faire déréférencer et donc ouvrir la porte pour les traitements illicites, en plus des traitements illicites, ce qui était déjà acquis, à un véritable droit à l'oubli, alors même que les données étaient traitées licitement. Alors, ça c'est un point sur lequel que je voulais développer de manière plus précise. Quel droit à l'oubli? La question de la forme exactement de ce droit, là aussi, et ça nous ramène à ce que j'essaie d'expliquer sur la réflexion sur la nature de ce droit qui ne doit pas être trop facilement balayé. On a tendance, en particulier, ça se voit très fortement dans de la rhétorique parlementaire, mais aussi dans de la rhétorique administrative, à opposer constamment droit à l'oubli et droit à la mémoire. Ce qui est assez simple à concevoir si on pense effectivement l'oubli par rapport à la mémoire. Sauf qu'en l'occurrence, on ne peut pas, à partir de l'opposition entre oubli et mémoire, en déduire l'opposition entre droit à l'oubli et droit à la mémoire. Tout simplement parce qu'il y a entre les deux quelque chose qui se passe, c'est que ce n'est pas la même forme de droit que l'on évoque lorsque l'on évoque le droit à la mémoire, qui est
effectivement, qui relève du registre de justification. C'est ce qui permet d'expliquer en fait tout le droit des archives, et en particulier le droit des archives publiques, au nom d'un droit à la mémoire. Et puis le droit à l'oubli qui, lui, a été constitué en un vrai droit subjectif à proprement parler, c'est-à-dire un droit qu'un individu peut faire émerger contre l'État. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même d'un raccourci qui est extraordinaire, à placer une forme d'équivalence inversée, si j'ose dire, entre droit à l'oubli et droit à la mémoire, puisque autant effectivement le droit à l'oubli, ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, est en train d'être formalisé comme un droit par lequel une administration met en branle une obligation juridique, autant le droit à la mémoire, ce n'est qu'une succession de pouvoirs, juridiquement formalisés certes, mais attribués à l'État pour assurer la conservation du patrimoine archivistique. Et l'un n'est pas comparable avec l'autre. La mémoire est l'inverse de l'oubli, mais le droit à l'oubli n'a pas du tout la même forme juridique que le droit à la mémoire. Donc on voit que la question de la physionomie des droits, par-delà la rhétorique de l'opposition, est une question, encore une fois, qui est absolument cruciale. Alors ensuite, la vraie question sur laquelle je pense qu'on attend davantage les juristes, mais sur laquelle vous êtes infiniment calés, donc je crois que je vais botter en touche, c'est effectivement comment se joue le rapport entre le droit des données à caractère personnel et en particulier ce droit à l'oubli et les dérogations qu'on a instituées spécifiquement pour les archives, avec une distinction qui est complexe, mais je pense que vous connaissez bien, puisque le droit européen a repris non pas la distinction entre archives publiques et archives privées, mais la distinction entre archives en main publique et archives en main privée, c'est-à-dire que les archives publiques et privées en main publique sont concernées par tout un pan de dérogations auxquelles ne sont pas concernées les archives privées en main privée. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un petit point, mais parce que là aussi, dans ce qu'on peut lire du côté de la littérature professionnelle, il y a parfois un raccourci qui est fait, effectivement, dans les régimes juridiques entre la distinction entre archives publiques et archives privées telles qu'elles existent en France et ce qu'on peut trouver du côté des droits des données à caractère personnel. Or, il y a des vrais vides, en réalité, qui s'introduisent dans ce non-recoupement entre ces deux formules. Tout simplement, par exemple, pour vous prendre un exemple assez fort, si, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, je n'ai pas discuté avec les acteurs du CIAF concernés, mais si la France a réussi à introduire des dispositions si dérogatoires s'agissant des archives en main publique, en inscrivant dans l'article 17 directement sur le droit à l'oubli les dispositions dérogatoires pour les traitements, comment vous appelez, les traitements archivistiques à des fins d'intérêt public. C'est ça, hein, la formule, traitement archivistique à des fins d'intérêt public. Eh bien, c'est parce que, c'est une des conditions de l'article 17 du règlement, c'est parce qu'il existe par ailleurs la fameuse formule éternelle de l'Union, des conditions et garanties appropriées, qui sont fondées par la multitude, en fait, je me tourne vers Françoise qui a l'air de bien connaître ce sujet, mais qui sont en fait tout le droit des archives publiques français. Autrement dit, on admet des dérogations, c'est-à-dire le fait qu'on ne laisse pas disparaître des données à caractère personnel dans les archives publiques parce qu'il existe un droit des archives publiques qui vient contrôler ce qu'on va faire de ces données-là qui se trouvent dans les archives. Sauf que le problème, c'est là où je vous explique qu'il y a un problème de recoupement, c'est que la distinction européenne est une distinction archive en main publique, ce qui laisse quand même dans une sorte de non pas de trou, mais en tout cas d'interrogation juridique, évidemment les archives privées en main publique qui ne disposent pas exactement, ce serait en tout cas malhonnête de le soutenir, ne disposent pas exactement des mêmes conditions et garanties appropriées. Parce que le régime juridique des archives privées en main publique est certes un régime plus protecteur que celle en main privée, mais n'est pas aussi protecteur que le régime juridique des archives publiques tel qu'on l'entend en droit français. Et donc là, par exemple, typiquement, c'est là où on voit que le système n'est pas du tout stabilisé encore. On a un problème éventuellement de contrariété. Enfin, là, ça je pense que tout le monde en est conscient.
et en premier lieu le SIAF, heureusement qu'on fait si peu de contentieux en matière de droit des archives, parce que évidemment, il y aurait de quoi, non pas que le système ne soit pas bien bâti, il est très bien bâti, et encore une fois, il faut reconnaître tout ce qui a été arraché grâce à la France dans le RGPD sur la question des archives, mais par contre, il y a des aiguillons à contentieux assez magistraux à emprunter un peu partout, et heureusement que, encore une fois, vos lecteurs sont si sympathiques avec vous et ne vous saisissent que si peu au contentieux, puisqu'il faut bien le reconnaître. Il y a, et finalement je reviens sur cette considération générale, qui est une interrogation sur laquelle j'interpelle parfois Yann, mais pourquoi si peu de contentieux en matière d'archives, alors même qu'on est sur des sujets aussi sensibles? Pourquoi va-t-on si peu devant les tribunaux, ce qui expliquerait aussi l'instabilité générale de ce système de manière potentielle et sa stabilité réelle, parce qu'on ne le conteste pas. Voilà. Je vous remercie.